Quand on vous dit Pologne, quelle image vous vient en tête? Pour beaucoup, c'est une vieille photo noir et blanc, un pays un peu froid, coincé entre l'Allemagne et la Russie, avec une histoire tragique. On imagine des villes grises, un conservatisme austère, un passé douloureux qui colle à la peau. On croit connaître, mais en réalité, on se trompe lourdement. Parce que sous cette image d'Épinal se cache une toute autre histoire, celle d'une nation qui a simplement refusé de mourir et le souvenir d'une société ouverte et multiculturelle que l'Europe a totalement rayé de sa mémoire. Ce stéréotype tenace nous empêche de voir l'une des histoires les plus fascinantes, complexes et au fond les plus inspirantes du continent. C'est l'histoire d'un pays qui, bien plus qu'une simple victime, est un survivant, un phénix qui renaît, encore et toujours, de ses cendres. Et si cette image était non seulement fausse, mais qu'elle nous empêchait de comprendre ce qui se joue en Europe aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va oublier les clichés. Ensemble, on va essayer de déconstruire ces mythes pour révéler le vrai visage de la Pologne, un visage forgé par une lutte acharnée pour exister et hanté par une diversité qu'on lui a violemment arrachée. On va d'abord commencer par ce cliché un petit peu numéro un, c'est la Pologne, cette éternelle victime de l'histoire. C'est une nation ballottée, écrasée par ses voisins, un territoire qui semble n'exister que pour être envahi. Bien sûr, il y a du vrai là-dedans. Les tragédies ne montent pas dans l'histoire polonaise. Mais réduire la Pologne à ce rôle passif, c'est un petit peu rater l'essentiel. Sa capacité de résistance absolument hors du commun. La Pologne n'est pas une victime, c'est une combattante. Pour le comprendre, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, la République des deux nations, composée de la Pologne et de la Lituanie, est un des plus grands États d'Europe. Mais elle est faible, usée par les guerres et paralysée politiquement par le liberum veto, qui permet à un seul noble de bloquer n'importe quelle décision. Pour ses voisins, la Russie, la Prusse et l'Autriche, c'est une occasion en or. Entre 1772 et 1795, en trois coups de poignard, ces trois empires se partagent et avalent tout le territoire. C'est un acte sans précédent dans l'histoire moderne, un pays majeur est littéralement effacé de la carte. Du jour au lendemain, la Pologne n'existe plus, c'est le début de ce que les Polonais appellent la nuit de la partition. Pendant 123 ans, la nation polonaise va devoir survivre sans État. Et c'est là que le mythe de la victime s'effondre. Car au lieu de disparaître, l'identité polonaise va se renforcer de manière spectaculaire. Privés d'État, les Polonais font de leur culture, de leur langue et de leur foi catholique le ciment de leur nation. La résistance n'est plus seulement politique, elle est totale. On a des insurrections qui éclatent, toutes écrasées dans le sang, mais chacune qui entretient un petit peu la flamme. On a l'insurrection de Kosciuszko en 1794, celle de novembre 1830, puis celle de janvier 1863. Chaque génération se lève, se bat et passe le flambeau à la suivante. Après tout, l'hymne national polonais, écrit en 1797, commence par ces mots: La Pologne n'a pas encore péri tant que nous vivons. Tout est dit, la nation existe tant que son peuple se sent polonais. Pendant ce temps, à Paris, on a la grande émigration qui garde la culture polonaise en vie. Chopin réinvente sa musique, Mickiewicz écrit des poèmes épiques qui deviennent un petit peu cette forme de bible du patriotisme. Il rappelle à l'Europe que même sans État, la Pologne est là, bien vivante. Il faut attendre 1918, avec l'effondrement des empires à la fin de la Première Guerre mondiale, pour que la Pologne renaisse par miracle. Mais ce n'est qu'un court répit. 20 ans plus tard, en septembre 1939, l'histoire se répète de la façon la plus cruelle. La Pologne est une nouvelle fois envahie, d'abord par l'Allemagne nazie à l'ouest, puis 17 jours après, par l'Union soviétique à l'est. C'est le deal
du pacte germano-soviétique. La Seconde Guerre mondiale pourra être considérée comme une apocalypse pour le pays. Près de 6 millions de citoyens sont tués, soit 17% de la population, la moitié étant des juifs polonais. Varsovie est rasée pierre par pierre par les nazis après l'insurrection de 1944. C'est l'un des pays qui a d'ailleurs le plus souffert pendant le conflit. Et pourtant, même dans cette nuit absolue, la résistance ne va pas mourir. L'État polonais clandestin et son armée, l'Armia Krajowa, deviennent l'un des plus grands et des mieux organisés mouvements de résistance de toute l'Europe occupée. La fin de la guerre ne va pas apporter la libération. À Yalta, les Alliés acceptent que la Pologne passe sous influence soviétique. Ses frontières sont alors redessinées, poussées vers l'ouest. Elle perd d'immenses territoires à l'est, donnés à l'URSS, et en gagne à l'ouest, sur l'Allemagne. C'est une nouvelle partition qui, cette fois, ne dit pas son nom. Un régime communiste est imposé par Moscou et la Pologne disparaît derrière le rideau de fer pour 45 ans. On pourrait penser que c'est alors le coup de grâce, mais une fois de plus, le phénix renaît. La résistance change de visage, elle s'incarne dans l'Église catholique, bastion de l'identité nationale face au régime. L'élection d'un peuple polonais, Jean-Paul II, en 1978, provoque d'ailleurs un électrochoc. Son premier voyage au pays en 1979 rassemblera des millions de gens, leur redonnant un sentiment de force et d'unité. C'est sur ce terreau que va naître, un an plus tard, le mouvement qui va changer l'histoire, Solidarność, créé sur les chantiers navals de Gdansk. Ce n'est pas un syndicat, c'est un mouvement social de 10 millions de personnes, une société civile entière qui se dresse pacifiquement face au totalitarisme. Malgré la loi martiale de 1981, Solidarność survit dans la clandestinité et finit par forcer le régime à négocier. En 1989, la Pologne est d'ailleurs le premier pays du bloc de l'Est à se libérer, déclenchant une réaction en chaîne qui mènera à la chute du mur de Berlin. Cette histoire, ce cycle permanent de disparition et de renaissance, voilà la clé un petit peu de la psyché polonaise. Ce n'est pas une histoire de victimes, c'est une épopée de résilience. Et c'est ce qui explique cet attachement viscéral à la souveraineté, une idée qui peut sembler abstraite pour certains d'entre nous et qui est une question de vie ou de mort pour la Pologne. On va passer désormais au deuxième mythe, qui est tout aussi tenace, c'est celui d'une Pologne ethniquement pure, monolithique et uniquement catholique. Aujourd'hui, les chiffres, ils semblent donner raison à ce cliché. On a 97% de la population qui se dit polonaise et la grande majorité est catholique. Mais cette homogénéité est en fait une cicatrice, pas un trait de caractère. C'est un peu le résultat tragique du XXe siècle, car pendant des centaines d'années, la Pologne était tout l'inverse, l'un des pays les plus cosmopolites d'Europe. Pour découvrir cette Pologne oubliée, il faut retourner à l'âge d'or de la République des deux nations, du XVIe au XVIIe siècle. Cet État polono-lituanien, géant, s'étend de la mer Baltique à la mer Noire. Et c'est un véritable kaléidoscope de peuples et de religions. À l'intérieur de ces frontières vivent des Polonais catholiques, bien sûr, mais aussi des Lituaniens, des Allemands, des Ruthènes, qui sont les ancêtres des Ukrainiens et des Biélorusses, des Juifs, des Arméniens, des Tatars musulmans et même des Écossais. Dans les rues de Cracovie, de Lviv ou de Vilnius, on entendait le plus souvent un concert de langue. Plus fous encore, dans une Europe qui se déchire dans les guerres de religion, la République de Pologne était un havre de tolérance. En 1573, la noblesse signe la Confédération de Varsovie. C'est un acte juridique unique en son genre qui garantit la liberté de religion pour tous, pendant que la France vit les massacres de la Saint-Barthélemy. La Pologne institutionnalise la paix religieuse. On ne la surnommait pas l'État sans bûcher pour rien.
Et au cœur de ce multiculturalisme, il y avait la plus grande communauté juive au monde depuis le Moyen Âge. Les rois de Pologne avaient accueilli les Juifs chassés d'Europe de l'Ouest. Pour eux, la Pologne était un petit peu devenue le paradis des Juifs. Ils y ont bâti une civilisation extraordinairement riche en langue yiddish. Juste avant 1939, 3,5 millions de Juifs vivaient en Pologne, soit 10% de la population. Dans beaucoup de villes, ils représentaient 30, 40, parfois 50% des habitants. Varsovie était la deuxième plus grande ville juive du monde, juste après New York. Alors, que s'est-il passé? Comment est-on passé de cette mosaïque à l'image d'un bloc homogène? La réponse est l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. D'abord, évidemment, il y a la Shoah. L'occupation nazie a mené à l'extermination de 90% des Juifs en Pologne, des siècles de présence, une culture vibrante. Tout a été anéanti dans les camps de la mort construits par les Allemands sur le sol polonais, comme Auschwitz-Birkenau. Ensuite, à la fin de la guerre, Staline a redessiné la carte. La Pologne a été littéralement déplacée de 300 kilomètres vers l'ouest. Les territoires de l'Est, avec leurs importantes minorités ukrainiennes et biélorusses, sont annexés par l'URSS. En échange, la Pologne reçoit d'anciennes provinces allemandes dont les populations sont massivement expulsées. Ces deux événements, le génocide des Juifs et les transferts de population, ont créé en quelques années à peine une Pologne ethniquement homogène, comme elle ne l'avait jamais été de toute son histoire. Comprendre ça change tout. La Pologne aujourd'hui n'est pas le fruit d'une culture isolationniste, c'est une nation qui vit un petit peu avec le fantôme de sa diversité perdue. C'est une société post-traumatique qui a vu sa richesse se faire arracher de la manière la plus violente qui soit. Ignorer ce passé, c'est se priver d'une clé essentielle pour comprendre la Pologne d'aujourd'hui. Alors, comment cet ADN historique, fait de résistance et de diversité perdue, façonne-t-il la Pologne de 2025, ce pays qui prend une place de plus en plus centrale en Europe? Le premier impact, le plus évident, c'est certainement cet attachement quasi sacré à la souveraineté. Pour un Français ou un Britannique, la souveraineté, c'est un acquis. Pour un Polonais, c'est une reconquête fragile, un trésor arraché après 123 ans d'inexistence et 45 ans de domination soviétique. C'est ce qui explique certainement les tensions passées avec Bruxelles, quand une partie des politiques polonais se méfiait des dictates de l'UE. Ce n'était pas forcément de l'europhobie pure, c'était en fait un petit peu cette résurgence de cette peur historique de voir une puissance extérieure, qu'elle soit à Berlin, Moscou ou Bruxelles, de dire à la Pologne ce qu'elle doit faire. Cette obsession pour la sécurité est aujourd'hui au cœur de la politique polonaise. Le pays est devenu un pilier de l'OTAN sur le flanc Est face à la menace russe. Varsovie s'est lancée dans un réarmement massif. En 2025, la Pologne a pour objectif de consacrer près de 4,7% de son PIB à la défense, bien au-delà de l'objectif de 2% de l'OTAN et proportionnellement plus que les États-Unis. L'objectif, c'est de bâtir l'une des armées de terre les plus puissantes d'Europe. Ce n'est pas une simple réaction à l'actualité, c'est l'écho direct des partitions du XVIIIe siècle et de l'invasion de 1939. Le slogan de la présidence polonaise de l'UE pour début 2025 était d'ailleurs sécurité Europe, tout est dit. Ensuite, il y a aussi le rôle de l'Église. Si elle pèse encore autant dans la société, c'est parce que pendant les partitions et le communisme, elle était bien plus qu'une institution religieuse. Elle était un petit peu le gardien de la langue, de la culture, de l'identité, le seul espace en fait de liberté. Cette fusion entre patriotisme et catholicisme, forgée dans la résistance, reste très forte et peut dérouter une Europe de l'Ouest de plus en plus laïque. Le traumatisme de la diversité perdue teinte aussi les débats actuels
La société polonaise, qui a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens avec une immense générosité, rappelant ainsi sa longue tradition d'accueil et en même temps traversée par des débats intenses sur l'identité, des débats qui ont lieu dans un pays hanté par le souvenir d'une société mosaïque qui n'existe plus. Enfin, après des années de relations tendues avec Bruxelles, la Pologne de 2025, menée par le gouvernement de Donald Tusk, semble prête à jouer un rôle leader en Europe. Le pays est devenu la sixième puissance économique de l'UE. Son engagement pour la sécurité du continent lui a donné une nouvelle crédibilité. Varsovie ne se voit plus en périphérie, mais comme un nouveau pivot de l'Europe, prêt à prendre le relais aux côtés de Paris et de Berlin. La Pologne est donc un petit peu à la croisée des chemins. Elle est le fruit de cette double histoire, une fierté immense tirée d'une résilience héroïque et une mélancolie profonde face à un monde de diversité qui a été anéanti. Comprendre cette dualité est d'ailleurs la seule façon de vraiment comprendre ce pays. Au final, la Pologne est bien plus que le cliché post-communiste ou la victime passive de l'histoire qu'on imagine. C'est une nation, en fait, paradoxale, profondément européenne et en même temps farouchement singulière. C'est une nation forgée dans une lutte perpétuelle pour exister, une lutte qui a gravé dans son âme un attachement total à la liberté et à la souveraineté. Et c'est une nation hantée par la diversité qu'on lui a volée, un souvenir qui rend son présent encore plus complexe. L'Europe se trompe peut-être sur la Pologne, car elle oublie que les nations ne sont pas figées, ce sont des récits vivants, et le récit polonais, c'est celui d'un phénix, un oiseau qui, même après avoir été brûlé par les flammes de l'histoire, trouve toujours la force de renaître, plus déterminé que jamais. Si ce type d'analyse qui déconstruit les idées reçues vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Votre soutien est évidemment essentiel dans la vie de cette chaîne YouTube. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris. Est-ce que votre perception de la Pologne a changé? La discussion reste ouverte. En attendant, je vous remercie évidemment de m'avoir suivi dans le podcast du Double K. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia. Et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.